Je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Claudia Pelletier. Je suis professeure en système d'information, membre régulier de l'Institut de recherche sur les PME depuis 2015 à titre de membre régulier. Mais j'étais quand même là en 2002, 3, 4, 5 à titre de participant. En fait, j'étais à la maîtrise en gestion des PME à l'époque. Donc, l'Institut, pour moi, est un ancrage important. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis très heureuse de présenter aujourd'hui la conférence du professeur Louis Raymond, professeur émérite, et de la professeure Anna Ortiz-Deguinea, qui est professeure en technologie d'information à HEC Montréal et qu'on est très, très heureux de recevoir également. Alors, Anna et Louis, professeur Anna et professeur Louis, vont nous parler d'alignement stratégique, vont nous parler d'ambidextrie, un concept qu'on aime beaucoup par ailleurs en gestion et en stratégie. Et évidemment, vont nous mettre ça en parallèle de ce qui se passe dans le milieu des PME, principalement manufacturières, pour voir comment on appréhende cette complexité là, qui s'installe très rapidement lorsqu'il est question de transformation numérique. Alors, sans plus tarder, si j'ai oublié quelque chose, on me le dit. Cécile, est-ce que ça va bien? C'est correct pour ça? Je fais bien ça? Excellent. Alors, sans plus tarder, je crois que c'est Louis qui va nous partager son écran pour nous démarrer cette conversation. Conversation qu'on va essayer d'avoir sur un mode, d'abord la présentation, ensuite les questions, si possible, mais autrement que ça, on regarde quand même la zone de discussion s'il y a des questions vraiment sur le à chaud. Alors Louis, je vais te passer et l'écran et la parole. Est-ce que vous voyez mon écran? Voyez-vous mon écran? Non, Louis, pas encore. Vous ne voyez pas mon écran, là? Non. En bas, le petit bouton écran partagé devrait être en vert. Oui, oui, share screen. Alors, je pèse dessus. As-tu plusieurs écrans, toi, devant toi? Des fois, c'est juste que je vous vois, là, chacun de vous. OK. Screen, share screen. Alors, share. Puis, tu choisis l'écran. Voilà, ça s'en OK, vient. voilà, ça s'en vient. OK. Alors, je vais me mettre en mode diapo. Ça va? C'est bon? Vous m'entendez? OK. Donc, bienvenue à ce séminaire. Je disais à mes collègues avant que le séminaire débute que c'est mon 22e séminaire Joseph Chicha depuis 1997 et mon premier en mode virtuel. Donc, j'ai toujours été fidèle au séminaire Joseph Chicha au sein de l'Institut de recherche sur les PME. C'est toujours été une fierté pour moi d'avoir l'opportunité de présenter mes recherches dans cette tribune que je considère qui est une très belle tribune pour avoir du feedback sur notre recherche avec ma collègue, mon estimée collègue Anna. Bon, alors, sans plus tarder, on va débuter en vous demandant, comme l'a dit Claudia, si possible, de garder vos questions pour la fin. Je vais essayer d'être relativement rapide pour qu'on ait beaucoup de temps pour discuter, pour qu'on puisse avoir, entre autres, votre feedback. Donc, sans plus tarder, alignement stratégique de l'ambidextrité organisationnelle et numérique des PME manufacturières espagnoles, une approche pour des systèmes adaptatifs complexes. Donc, au départ, dans quel contexte situe-t-on au niveau de cette recherche-là? Ben, bon, on peut dire, oui, on est rendu à l'ère numérique, en particulier avec la pandémie actuelle qui perdure. Bon, on voit que les PME, entre autres, doivent investir de plus en plus dans les technologies de l'information.
là encore, ici, nous, en tant que chercheurs, nous sommes des chercheurs en TI, en système d'information. Donc, on a, comment dire, nos biais, c'est sûr. Forcément, on est dans ce champ-là. Les gens en GRH disaient que non, on est dans l'ère où il faut investir dans les ressources humaines, bon, et ainsi de suite. Mais nous, on se situe carrément dans le domaine des TI. Alors, vous voyez d'où on vient. Mais aussi, évidemment, on vient aussi du domaine des PME. Comme il sied à quelqu'un qui est membre de l'Institut de recherche sur les PME, ben, forcément, on s'intéresse beaucoup plus. Notre focus est sur les PME et dans ce cas-ci, les PME manufacturières. Donc, prenons pour acquis que oui, on est dans une ère de plus en plus numérisée qui nécessite comment dire, l'investissement dans les TI, un ensemble de ressources et compétences qui sont nécessaires actuellement aux PME manufacturières pour compétitionner, pour assurer une compétitivité. Et en particulier, bon, depuis l'émergence de ce qu'on peut appeler le smart manufacturing dans le contexte manufacturier, la fabrication intelligente et bon, Industrie 4.0, qui est un concept encore qui aurait peut-être lieu de définir plus en détail, mais bon, ceci étant dit, la conséquence primordiale de cette émergence au niveau du smart manufacturing et de l'industrie 4.0, pour les PME manufacturières, ça veut dire qu'elles deviennent de plus en plus dépendantes de leur capacité TI, leur capacité numérique vis-à-vis le maintien et l'amélioration de leur performance concurrentielle. Et là encore, on pourrait dire, qu'est-ce que c'est la performance concurrentielle? Mais au départ, on prend ça pour acquis. Là encore, vous pouvez le contester si vous n'êtes pas du domaine des TI ou des systèmes d'information. Il y avait même, au début des années 2000, un article, un chercheur du nom de Carr qui avait écrit un article dans Harvard Business Review en disant « IT doesn't matter ». Bon. Alors, en disant, ben, les TI, c'est comme l'électricité, tout le monde en a, puis bon, on fonctionne avec ça, mais nous, notre point de vue, c'est que IT does matter. Et dans la mesure où IT does matter à l'heure actuelle pour les PME manufacturières, ben, ça induit un besoin de gestion stratégique de cette ressource-là, TI, forcément. Et donc, la gestion stratégique des TI, elle a pour but, en fait, de réaliser pleinement les bénéfices tangibles et intangibles attendus d'investissement en TI que font les PME. Donc, ce qu'on peut appeler le IT business value, le IT value, la valeur d'affaires de cet investissement-là, d'autant plus que là, cet investissement-là signifie le maintien ou l'amélioration de la performance concurrentielle de l'entreprise. Donc, c'est une ressource qui doit être gérée stratégiquement. Là encore, vous êtes du domaine de la GRH, vous allez me dire, ben, il faut aussi que maintenant, dans le contexte actuel, qu'il y ait une gestion stratégique aussi des ressources humaines. Et je ne vous contredirai pas. Et là encore, de la même façon qu'on peut dire, nous, on pense que la PME manufacturière doit effectuer une transformation numérique. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça implique aussi une transformation de la main-d'œuvre associée à cette transformation numérique. Donc, c'est simplement pour dire que on ne peut pas tout faire et donc, il y a certaines choses qu'on exclut, certaines autres choses qu'on inclut dans cette recherche-là. Nous, on vient d'un point de vue
axé sur les TI, sur les technologies de l'information et les systèmes d'information. Donc, si maintenant on regarde ce processus-là de gestion stratégique des TI, qui est un peu, comment dire, comme la gestion stratégique en général ou le management stratégique en général, en fait, on l'aborde sous l'angle de deux processus managériaux qui sont concomitants. Et ça vient de la littérature, c'est pas nous qui avons inventé cela, évidemment. Donc, premier processus, qui est l'alignement stratégique. Évidemment, ici, ce qu'on regarde aussi, c'est l'alignement au niveau des capacités numériques et les capacités organisationnelles. Donc, quand on parle de capacité organisationnelle, on veut dire non TI. Donc, une des premières fonctions du management stratégique des TI, c'est cet alignement stratégique. Et deuxième processus, c'est en rapport à l'ambidextrie, qui est le processus d'exploitation et d'exploration des capacités TI et des capacités organisationnelles non TI. Bon. Il y a aussi une littérature qui traite d'ambidextrie au niveau de l'organisation dans son ensemble et aussi, plus récemment, au niveau des TI. Alors, on peut parler d'ambidextrie TI comme on parle d'ambidextrie organisationnelle, comme on peut parler d'alignement stratégique des TI, dans le sens de c'est l'alignement stratégique, en particulier des capacités TI. Donc, essentiellement, c'est dans ce contexte-là qu'on se situe. Donc, il y a un choix aussi qui est fait au niveau de la façon dont on envisage la gestion stratégique des TI, c'est-à-dire sous l'angle de ces deux, qui ont d'ailleurs donné lieu en management stratégique à deux courants de recherche qui sont relativement en silo l'un par rapport à l'autre. Il y a des gens qui ont étudié l'alignement stratégique, puis il y a d'autres qui ont étudié l'ambidextrie, et il y a peu de confluence, si on veut, entre les deux. Et juste en guise anecdotique, mais dans le fond, mon travail conjoint avec Anna, ben, dans ce cas-là, c'est moi, je suis plus monsieur alignement stratégique, puis Anna est plus madame ambidextrie. Alors, en travaillant ensemble, on a pu voir qu'on se complétait bien et qu'on pouvait avoir une plus-value en travaillant ensemble sur ces questions de recherche-là. OK. Donc, rapidement, si on fait une petite évolution, parce que moi, on aime toujours, prendre aussi une perspective historique du contexte dans lequel se situe la recherche. Ben, si on regarde comment les TI, la gestion des technologies d'information a évolué dans les PME manufacturières, ben, on peut voir ça comme en espèce de trois étapes, si on veut, qu'on a appelé dans un premier temps la PME informatisée, où là, il s'agit d'adopter et d'assimiler des technologies d'information pour essentiellement atteindre des objectifs opérationnels plus liés à la productivité. D'abord au niveau des processus administratifs, ne serait-ce que des choses aussi banales que, pas banales, mais que de basiques que la comptabilité, ainsi de suite. Pour après ça, commencer un peu à toucher au processus manufacturier lui-même avec des technologies exemple de contrôle de qualité ou des choses comme ça, là, opérationnelles au niveau de... Et dont le but était principalement la productivité. On est arrivé par la suite dans une deuxième phase où là, nous, on appelle la PME informée, où au TI de base, c'est ajouté les affaires électroniques, le commerce électronique, la collaboration électronique, l'intelligence d'affaires électronique, où
là, la PME manufacturière commence à développer une capacité de gestion des TI. Exemple, on voit émerger une fonction TI plus ou moins formelle dans la PME. Dans les plus grosses PME, il va y avoir un directeur des TI, il va y avoir et un recours aux affaires électroniques, cette fois-ci dans des buts moins centrés sur l'interne, plus centrés sur l'externe, entre autres pour la croissance et la rentabilité. Alors, exemple, le commerce en ligne permet d'atteindre un plus grand marché. La collaboration électronique permet du développement conjoint de nouveaux produits, et ainsi de suite, avec des partenaires. Et donc, seconde étape. Et nous en sommes maintenant à, si on veut, une troisième étape qui est la PME qu'on a appelée la PME transformée. Et là, comme on parle de PME manufacturière, on met entre parenthèses vers l'industrie 4.0, c'est-à-dire la PME qui doit effectuer une transformation numérique pour atteindre cet état où, de performance concurrentielle, c'est-à-dire où la compétitivité dans un monde globalisé, une économie globalisée, une économie fondée sur le savoir, une économie numérisée. Soit dit en passant, juste, si je peux me permettre une petite remarque, on voit maintenant dans les économies des pays développés, Europe, Amérique du Nord, tout ça, une tendance à la réindustrialisation, hein, qui avait été délestée au profit des pays d'outre-mer, la Chine. On a une tendance maintenant à vouloir réindustrialiser, mais cette réindustrialisation-là se fait dans une optique de smart manufacturing. C'est-à-dire les usines qui vont se recréer ici vont être performantes, vont être smart, mais n'emploieront pas nécessairement beaucoup de main-d'œuvre. Alors, on ne réatteindra pas les seuils de main-d'œuvre industrielle qu'on avait avant. Par contre, c'est une main-d'œuvre, là encore, comme je disais, outre la transformation numérique, qui doit se transformer en fonction. Alors, exemple, si vous voulez rapatrier la production de puces électroniques, une usine qui est de puces électroniques, bien là, évidemment, vous avez des technologies manufacturières de pointe, vous avez des affaires électroniques là-dedans parce que vous avez besoin de beaucoup de flexibilité opérationnelle, et ainsi de suite. Mais ça nécessite une main-d'œuvre très qualifiée, mais pas nécessairement nombreux. Donc, cette transformation numérique de l'entreprise aussi, moi, je l'associe, de la PME manufacturière, je l'associe, moi, à ce processus de réindustrialisation, parce que, évidemment, le domaine des puces électroniques, on est dépendant de ça. On a vu ce que ça cause comme problème, cette dépendance de certaines composantes cruciales d'entreprises outre-mer, que ce soit chinoises ou indiennes ou Juste un petit aparté de ma part à ce sujet-là. Et là encore, ça amène mon argument aussi, que la transformation numérique implique une transformation de la main-d'œuvre aussi. Alors, vos employés de production qui travaillent dans un environnement de smart manufacturing vont devoir aussi changer leur façon de faire. Okay. Bon. Maintenant, ça, c'est, comment dire, le côté pratique du contexte, le côté, si on veut,
économique, socio-économique, l'environnement de la PME manufacturière. Mais il y a aussi un contexte théorique, une justification théorique à cette recherche, qui est basée en fait sur notre examen de la littérature sur le management stratégique et en particulier sur la gestion stratégique des TI relativement aux deux domaines que sont l'alignement stratégique et l'ambidextrie organisationnelle. C'est-à-dire, d'abord, la littérature fait un constat, on le retrouve et à la fois dans des études de management stratégique et dans des études de GSTI, donc des appels de la littérature, si on veut, un gap dans la littérature, un appel à combler un gap dans la littérature à différents niveaux. Le premier niveau, le premier gap, si on veut, c'est le besoin de ce que j'appelais la confluence de deux domaines de recherche relativement distincts jusqu'à présent, soit l'alignement stratégique et l'ambidextrie organisationnelle, qui ont quand même théoriquement des affinités. Là. Bon. Et c'est pour ça que nous, notre titre, c'est Alignement de l'ambidextrie. Mais dans les faits, les auteurs étudient soit l'alignement ou soit l'ambidextrie, mais ne mêlent pas les deux. Alors, nous, on pense que si on veut justement mieux comprendre la transformation numérique des entreprises, il faut combiner ces deux approches-là pour avoir plus de puissance explicative, si on veut, relativement à l'outcome de la transformation, au processus et au résultat de la transformation numérique. Donc, premier justificatif. Deuxième justificatif, c'est que la recherche à date à ce niveau-là a tendance à conceptualiser l'alignement stratégique et l'ambidextrie de façon assez abstraite et théorique, de sorte que, dans le fond, les résultats de cette recherche-là ont peu d'applications concrètes pour les gestionnaires, dans le fond. D'une part, nous, on vise justement une conceptualisation qui permet d'identifier les choses de façon plus concrète, à la fois les concepts. Qu'est-ce que c'est vraiment l'alignement stratégique? C'est l'alignement de quoi? Quelles sont les composantes? Puis la même chose, l'ambidextrie numérique, ben, c'est l'exploration, l'exploitation, mais là encore, est-ce que c'est simultané? Bon. Donc, on se base sur cette notion de strategy as practice, dans le fond. Et soit dit en passant, là encore, strategy as practice, dans les années 70, quand on regardait les Japonais et leur façon de faire avec la qualité totale, et ainsi de suite, et on s'apercevait que finalement, dans le fond, les Japonais, la stratégie pour eux, c'était quoi la stratégie? C'est les opérations. En fait, comment dire, c'est bien beau faire des grands plans stratégiques, mais si vous n'avez pas les capacités pour implanter, réaliser cette stratégie-là, ça reste bon. Alors, pour être en mesure de donner des recommandations concrètes et efficaces aux gestionnaires de PME, ben, il faut conceptualiser les choses de façon plus concrète. Donc, nous, on conceptualise le management stratégique comme le management de
des capacités bien concrètes, capacités numériques bien concrètes, qui, nous permet de préciser les choses et de dire, ben voici ce que vous devez aligner, c'est telle capacité numérique ABC avec telle capacité organisationnelle ABC. Et aussi de façon désagrégée, c'est pas très élégant en français, c'est disaggregate en anglais, à défaut de meilleurs termes en français. Et là encore, c'est de la même façon qu'on veut de strategy as practice, on veut seeking the RT artifact, c'est-à-dire on ne veut pas parler de TI, capacité numérique, de façon globale et floue, on veut parler d'artefacts TI bien spécifiques. Là encore, pour dire, ben c'est tel artefact TI qui vous permet de faire de l'exploration, qui vous permet de faire de l'exploitation, ou c'est tel artefact TI qui doit être aligné avec telle capacité organisationnelle pour avoir le succès, l'outcome qui nous intéresse. Donc, deuxième, si on veut, constat, c'est ce désir que la théorie soit néanmoins utilisée de façon à ce qu'elle donne des retombées concrètes pour la pratique. Et on va voir qu'entre autres, la méthode configurationnelle, elle est bonne pour ça, en tout cas meilleure que les approches traditionnelles. Il y a besoin aussi de réconcilier des résultats empiriques d'études et sur l'alignement et sur l'ambidextrie qui étaient soit incompatibles entre les deux domaines, contradictoires entre les deux domaines ou au sein même des deux domaines. Et exemple, au niveau de l'ambidextrie, il y a des résultats empiriques qui disaient il faut faire l'exploration et l'exploitation simultanément. C'est ça qui marche. D'autres recherches trouvent que non, il faut d'abord faire une chose à la fois. Bon, vous êtes ambidextre, mais néanmoins, vous servez pendant un certain temps de votre main gauche, et après ça, votre main droite. Et vous faites, un frappeur ambidextre au baseball, si le lanceur qui est face à lui est droitier, ben là, il frappe gaucher toute la partie. Puis si le lanceur est droitier, il frappe droitier toute la partie. Puis si le lanceur est gaucher, il frappe droitier toute la partie pour augmenter ses chances de frapper la balle. Donc, il y a ce besoin-là aussi. Et on pense justement qu'en combinant les deux domaines avec la méthode configurationnelle, on va pouvoir expliquer ces incompatibilités-là ou ces contradictions-là ou ces incohérences-là dans la mesure où elles résultent d'approches de type qu'on va appeler variance plutôt que d'approches de type systémique ou configurationnel. On va voir plus loin. Et évidemment aussi besoin de contextualiser parce que comment dire, on n'a pas besoin de se convaincre, nous, de la spécificité de la PME, mais néanmoins, moi, j'ai fait pendant 40 ans de la recherche en système d'information et quand on soumet un article à une revue en système d'information, toujours, à chaque fois, il y a un évaluateur qui va nous dire « Mais qu'est-ce qui vous fait dire que votre truc est spécifique au PME? » Puis là, il faut toujours l'expliquer. Alors, j'ai toujours mes paragraphes, 3-4 paragraphes d'avance prêts à dire pourquoi la spécificité de la PME. Mais c'est un peu la même chose dans la recherche sur l'alignement stratégique et l'ambidextrie organisationnelle.
il y a peu de contextualisation de la recherche. Alors, nous, on prétend que justement, pour que les résultats soient plus puissants au niveau explicatif et plus concrets au niveau pragmatique, il faut contextualiser. Donc, nous, on va inclure le contexte dans nos configurations, dans ce qu'on recherche. Bon, justification pratique, j'en ai parlé d'une certaine façon, c'est que c'est l'existence d'un écart entre la théorie et la pratique dans la littérature sur la GSTI. Claudia, on voit comment toute la recherche sur l'alignement des TI, dans le fond, donne lieu à peu de recommandations pratiques. Le mieux qu'on peut se dire, c'est dire, soyez plus alignés, puis l'outcome va être meilleur. Ou bien, faites plus de ci, de ça, de ça, de ça, de ça. Et si vous avez 4 éléments, faites plus de ces 4 éléments-là, puis plus vous en faites, plus vous avez de la productivité ou de la performance organisationnelle ou whatever. Bon, mais ça, le dirigeant de PME peut nous dire, oui, je veux bien, mais moi, j'ai pas des ressources illimitées, je peux pas. Bon. Puis, est-ce que si je fais plus de ça, ça va être beaucoup plus de ça ou juste un petit peu plus de ça? Bon, on s'entend que nos méthodes traditionnelles, ça ne prête pas nécessairement à ce genre de recommandations concrètes que nous, on vit. Bon, on peut dire, c'est quoi les meilleures pratiques managériales en matière d'alignement stratégique puis d'ambidextrie? Notre première réponse à nous, ça va être de dire, il n'y en a pas de meilleure pratique. Il y a des bonnes configurations, des mauvaises, puis plusieurs configurations. Donc, mais néanmoins, la question est toujours posée au départ, c'est-à-dire, c'est quoi que je dois bien faire, là? Bon. Mais nous, on vise plus, c'est-à-dire d'identifier des configurations de capacité numérique, de capacité. Alors, on veut savoir c'est quoi les configurations qui sont performantes. Et performante, pour nous ici, veut dire essentiellement l'agilité. Hein? L'agilité qui est le domaine où on veut la capacité dynamique qui est la plus centrale à l'émergence de toute cette mouvance de transformation numérique et de de mondialisation et d'économie du savoir, et ainsi de suite. Et donc, là encore, on peut utiliser la métaphore du boxeur. Si je suis un boxeur, pour survivre dans les lignes au départ, ma capacité fondamentale pour compétitionner, c'est être agile. C'est-à-dire être capable de non seulement éviter, donner des coups, mais les éviter, être capable de très rapidement changer de stratégie si je vois que mon opposant me menace tout d'un coup de choses que je n'avais pas prévues. Et donc, c'est quoi les déterminants de la performance concurrentielle, de l'agilité? On va voir aussi que pour nous, la performance concurrentielle, c'est outre l'agilité qui est fondamentale, c'est la performance numérique. Mais on y vient. Donc, il y a un problème managérial qui est à l'ère du numérique et de l'industrie. Comment une PME manufacturière peut tirer parti de ses ressources et capacités numériques pour maintenir, si ce n'est améliorer, sa performance concurrentielle? Je pense que c'est assez basique comme question. Et la littérature nous dit que, et professionnels et scientifiques, c'est par la transformation numérique. Bon, OK, j'achète, mais après. Bon, et là, c'est le après qui. Alors, c'est sûr qu'actuellement, il y a un discours transformation numérique. Bon. Et comme toujours, les consultants prennent les devants, puis bon. Mais dans les faits,
c'est pas certain qu'on comprend vraiment ce que ça veut dire la transformation numérique, comment le faire, puis qu'est-ce que ça implique, surtout au niveau des capacités de l'entreprise et entre autres, ses capacités de gérer stratégiquement ses ressources TI. Et en particulier, qu'est-ce que ça implique, la transformation numérique, au niveau de l'alignement stratégique, du management stratégique des PME, mais en termes d'alignement stratégique et d'ambidextrité de leur capacité TI et organisationnelle non TI. Bon, pourquoi les dirigeants doivent s'en préoccuper? Que faire? Comment faire? Que faire? On va pouvoir répondre. Comment faire avec des limites? Bon, on part de théorie ou de substrat théorique sur lequel je vais aller assez rapidement, mais bon. Évidemment, j'ai utilisé le mot capacité. On parle de la capability based view au niveau du management stratégique. Je ne ferai pas le laïus habituel, mais en fait, il s'agit de combinaisons de capacités organisationnelles. Nous, on va voir que ces combinaisons-là, on va les appeler des capacités, des configurations de capacités. Qui sont soit des capacités dynamiques au sens de TIS et compagnie et des capacités opérationnelles. Ce qui est encore plus important pour nous au niveau théorique, c'est l'émergence, c'est la théorie de la contingence qui date quand même du début des années 80 et la notion de fit. On peut parler de cohérence d'accord, de concordance stratégique. Le fit stratégique, c'est au sens de quand on dit, mettons, my shoe is a good fit, c'est-à-dire que j'ai une concordance, une cohérence entre la forme de mon pied, mettons, puis la forme de mon soulier, qui fait en sorte que j'ai un outcome qui est le confort ou un autre outcome qui est la performance si je suis un joueur de soccer. Puis bon, si j'ai des souliers qui ne me font pas, Messi va scorer moins de buts quand il porte des souliers qui ne lui font pas que quand les souliers lui font. Ou ça peut être simplement la notion de confort. Alors, si mon soulier est trop petit pour la largeur de mon pied, je me sens inconfortable et forcément, c'est un résultat. Bon. Maintenant, il y a d'autres, je pourrais dire que dans le fit, il y a d'autres choses que simplement l'accord entre la morphologie de mon pied puis le design de la chaussure, mais il y a la fonction aussi. Si je suis dans un climat toujours pluvieux, ben, je dois avoir un fit avec l'environnement de ma chaussure aussi, c'est-à-dire une composante d'imperméabilité à mon soulier si je veux avoir le résultat que je veux, qui soit le confort ou la performance, ou ainsi de suite. Limite de la métaphore. On arrête là sur les métaphores. Bon, évidemment, la théorie du management stratégique, en particulier de l'apprentissage organisationnel, qui ont donné lieu à ces notions d'alignement stratégique et à ces notions d'ambidextrie, d'exploitation, d'exploration, retourner à March. March va vous parler, entre autres, d'apprentissage exploitatif, d'apprentissage exploratif. Mais tout ça est basé sur la notion de, si on veut, sur les tensions qui existent dans l'organisation, l'idée de, si on veut, d'exploiter pour être rentable, productif, etc., puis d'explorer pour être innovant et ainsi de suite. Donc, il y a toujours cette tension-là.
Et l'ambidextrie propose comment dire, une conceptualisation de cette tension-là. En anglais, on dit le conundrum, le CONUNDRUM entre le besoin, la demande pour l'exploitation et la demande d'exploration. Parce que vous pouvez dire au PME manufacturier, il faut que vous soyez innovant, tout ça, que vous développiez de nouveaux produits. Puis, oui, mais en attendant, les ressources qu'on met là-dessus, on ne peut pas les mettre sur nos opérations. Puis en ce moment, nos clients, là, ils veulent des produits, puis ils veulent que les produits soient bien desservis, puis livrés à temps, puis ainsi de suite. Et il faut que j'opère, là, moi. Bon, je ne peux pas aussi. Bon. Alors, il y a toujours cette tension-là. Et on peut penser que, comment dire, il n'y a pas de solution unique, dépendamment du contexte. Vers où pencher le balancier plus vers l'exploration, l'exploitation. Théorie, dans le sous-titre de la présentation, théorie des systèmes adaptatifs complexes, notion d'équifinalité dans nos configurations, il y en a plusieurs qui peuvent être aussi bonnes les unes que les autres en termes de l'outcome, de la performance. Donc, ça va contre l'idée de... Et soit dit en passant, les systèmes adaptatifs complexes, c'est aller plus loin que la théorie de la contingence, dans le sens que la théorie de la contingence était basée simplement sur l'ancienne théorie des systèmes, von Bertalanffy, etc., qui disait ça forme un tout ça, mais la théorie des systèmes adaptatifs complexes va plus loin pour dire, là, il s'agit en fait d'interactions complexes de plusieurs éléments en causalité mutuelle, sans qu'il y ait un sens de la causalité, où l'outcome est dans le fond endogène, l'outcome étant endogène à la configuration ou au système complexe, plutôt que extérieur, exogène. Alors, pour ça qu'on va dire que nos configurations, l'agilité va émerger de ces bonnes configurations-là. C'est pas elle ne va pas, c'est pas une causalité externe de plus d'alignement, plus d'agilité. C'est-à-dire, il y a des configurations qui sont associées à de la haute agilité, puis il y en a d'autres, non. Et donc, ce qu'on veut, c'est les bonnes configurations à ce niveau-là. La notion d'asymétrie causale aussi, c'est-à-dire que là encore, dans l'approche traditionnelle, corrélationnelle, linéaire, plus de ci, plus de ça, donc moins de ça, moins de ça. Donc, dans la notion d'asymétrie causale, on va dire non, les configurations qui empêchent l'atteinte de la haute agilité ne sont pas simplement la négation des configurations associées à la haute agilité, ce sont d'autres configurations différentes. On peut, à l'intérieur des systèmes adaptatifs complexes, aussi utiliser la notion d'écodynamique numérique qu'on a utilisée, qu'on va voir plus loin, qui, si on veut, un sous-ensemble à ce niveau-là. Et finalement, pour parler des théories, méthodes, pourquoi je dis théorie, méthode configurationnelle? Parce que, en fait, il s'agit à la fois de conceptualisation théorique, de vision d'organisation en tant que configuration de capacité, mais aussi associé à des méthodes configurationnelles qui s'inter-influencent. Donc, conceptuellement, on va parler de la notion de configuration de capacité, puis on va parler aussi de recherche qui est case-oriented plutôt que variable-oriented, c'est-à-dire au lieu d'avoir une série de variables qui chacune individuellement affecte l'outcome, on va avoir des configurations de quelles émerge l'outcome qu'on veut.
Bon, l'alignement stratégique des TI, je peux passer très rapidement, c'est simplement appliquer la notion d'alignement stratégique, mais spécifiquement entre le domaine organisationnel, non TI, et le domaine TI. Dans notre cas, entre les capacités organisationnelles, non TI, et les capacités TI ou numériques. L'ambidextrie, c'est un peu la même chose. C'est défini comme la capacité de l'organisation à exploiter et explorer avec les capacités TI. Donc, on va chercher à développer des capacités TI axées sur l'exploration, d'autres sur l'exploitation. Et finalement, en fait, notre outcome, qui est la dimension critique de la performance concurrentielle des PME manufacturières à l'ère numérique, ben, c'est d'abord l'agilité, qui est une notion qui émane au départ de ce qu'était la flexibilité manufacturière, mais qui est passée du niveau opérationnel au niveau stratégique. Et passant au niveau stratégique, ça englobe beaucoup plus que la simple flexibilité manufacturière qu'on va obtenir, mettons, par exemple, avec des technologies du genre Flexible Manufacturing System. Mais c'est essentiellement, stratégiquement parlant, c'est la capacité de répondre aux menaces et de détecter les opportunités dans l'environnement qui changent continuellement. Comme dit le boxeur, c'est sa capacité à rapidement parer une nouvelle menace venant de son opposant et en même temps de découvrir l'opportunité de lui de lui porter un coup. Donc, notre question de recherche qui nécessite une réponse à la fois théorique et empirique, c'est-à-dire quelles sont les configurations distinctes et équifinales, hein, comme j'ai dit, et qui peuvent être différentes, de capacité TI, de capacité organisationnelle, pour l'exploitation et pour l'exploration, dont le degré de cohérence, du fit, permet aux PME manufacturières d'atteindre de hauts niveaux d'agilité organisationnelle et de performance numérique. Bon, j'ai oublié de mentionner performance numérique. Pourquoi on inclut performance numérique? Bien, évidemment, on peut penser qu'à l'ère numérique, bien, la performance numérique est comme concomitante à l'agilité organisationnelle. Bon, c'est deux dimensions, mais qui sont l'hypothèse qu'on fait, c'est que vous ne pouvez pas atteindre d'agilité si vous n'atteignez pas en même temps de la performance numérique. Si votre fonction TI n'est pas performante. Louis, je m'excuse, oui. Tu as une main levée de la part de notre collègue Annie Sarkis et je porte à ton attention qu'il est presque 13 heures. Alors, oui, excusez. Puis là, ben, Annie avait déjà une question. Je ne sais pas si tu peux attendre à la fin. Je vais aller tout de suite au résultat à ce moment-là. Donc, Annie, garde ta question. On avait demandé. Gardez votre question. Parce que le temps a filé. Excusez-moi, le temps a filé beaucoup plus rapidement que je pensais. Si vous me permettez, moi, je dois quitter à 13 heures parce que j'enseigne. Alors, je pose ma question très rapidement. Alors, d'après vous, c'est quoi la différence que vous gardez entre la performance numérique et la performance globale de l'entreprise? La définition est claire dans l'acétate précédente. Alors, c'est le value added généré par les investissements, etc. Mais il y a aussi la performance globale qui est due à l'organisation, à la structure, à la configuration, absolument. etc. Là, dans la performance organisationnelle, il y a plusieurs dimensions, que ce soit performance financière, et ainsi de suite. Nous, au niveau de notre étude de l'ambidextrie et de l'alignement, on s'intéresse à des dimensions de la performance plus proximale. Les performances financières
c'est plus distal au total, dans le sens de... Alors, ce qu'on voit émerger, nous, de nos configurations, c'est d'abord et avant tout de l'agilité et de la performance numérique. Ça, par la suite, que ça conduise à de la productivité, de la croissance, comment dire, ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Nous, on s'intéresse à comment dire, à un outcome proximal de nos configurations. Et c'est pour ça qu'on dit, en fait, c'est endogène. L'agilité est endogène à la configuration. Elle émerge, la notion d'émergence des configurations, alors que la performance financière, par exemple, est exogène. Elle va éventuellement arriver, bon, mais et il y aurait d'autres recherches à faire à ce niveau-là, mais aujourd'hui, notre propos n'est pas celui-là. Donc, si vous me permettez de continuer, bon, je pense que je vais sauter rapidement pour aller tout de suite à notre vision, notre cadre théorique de mise en cohérence de l'ambidextrité de l'alignement. Alors, si vous voyez ici, j'ai l'ambidextrie avec deux domaines, deux demandes, qui est une demande pour l'exploitation puis une demande pour l'exploration. Ici, j'ai l'alignement avec deux domaines, le domaine organisationnel, non TI, les capacités non TI, et les capacités numériques, les capacités TI. Et donc là, j'ai, comment dire, deux formes d'alignement. J'ai l'alignement interdemande. Au sein de l'exploitation, c'est l'alignement entre les capacités TI, les capacités numériques. Au sein de l'exploration, j'ai la demande, j'ai le fit entre les capacités organisationnelles et les capacités TI à nouveau. Puis, j'ai aussi transversal au travers, à l'intérieur du domaine TI, j'ai le fit entre les capacités d'exploitation et d'exploration et le fit dans le domaine organisationnel entre les capacités d'exploitation niveau et d'exploration. Donc, essentiellement, c'est là qu'est notre contribution, si on veut, fondamentale au niveau théorique. Et là, ce qu'on veut d'abord identifier, c'est les configurations théoriques qui vont me conduire, que la théorie me dit qu'ils vont conduire à de l'agilité ou d'où va émerger de l'agilité et de la performance numérique. Mais donc, ça nous amène à un modèle de recherche de ce qu'on peut appeler l'écodynamique numérique de la PME manufacturière, c'est-à-dire on cherche des configurations de capacité organisationnelle pour l'exploitation, de capacité organisationnelle pour l'exploration, de capacité TI pour l'exploitation, de capacité TI pour l'exploration, dans un contexte donné, contexte externe qui est celui de l'incertitude de l'environnement, contexte interne qui est la taille, si on veut, pouvant être pris comme un proxy pour les ressources disponibles de l'organisation. Et ce qu'on veut savoir, c'est lesquelles de ces configurations-là sont associées à des hauts niveaux de performance numérique et des hauts niveaux d'agilité. Et donc, pour théoriser ces configurations-là, il faut faire quand même des hypothèses, il faut se mouiller un peu. Donc, la première proposition, c'est un fit, si on veut, une cohérence à travers les demandes fonctionnelles. Donc, ça veut dire que dans les configurations que je vais trouver, il va y en avoir au moins une où la demande d'exploration dans le domaine TI va être couverte par
la demande d'exploration non couverte va être couverte par l'exploitation dans un autre domaine, c'est-à-dire transversal. Peut-être j'ai toujours de la difficulté à exprimer ça. Je l'ai mis en anglais, par exemple, en disant, voici, à travers les domaines, OK? Donc, n'importe quelle configuration suffisante pour de l'agilité va contenir au moins une configuration qui passe à travers les domaines. C'est-à-dire que chaque domaine fonctionnel, que ce soit organisationnel ou TI, couvre une demande, soit exploitation ou exploration, pas couverte par l'autre domaine. Et ça, on le justifie théoriquement par le recours à la littérature qui montre que les tensions entre exploitation et exploration peuvent être gérées de cette façon-là, c'est-à-dire en allant chercher, si on veut, via les TI, ce qu'on ne peut pas chercher via l'organisation. Ou évidemment, on peut avoir les deux domaines fonctionnels, TI et organisation, couvrent les deux demandes. Alors, c'est pour ça qu'on a le carré aussi. Dans ce cas-là, donc, on a 3 sous-hypothèses, P1A, ou 3 configurations, P1A, P1B ou P1C, qui va être, dans le fond, la combinaison des deux quand les deux couvrent tout. Mais là, forcément, ça devrait être performant aussi. OK. Maintenant, ça, c'était pour l'agilité. Maintenant, pour la performance numérique, c'est différent parce que là, on est à l'intérieur d'un seul domaine. On n'est pas en organisation puis TI, on est dans le domaine TI. Là encore, il faut référer à un peu d'autres littératures à ce niveau-là, la littérature plus axée sur la fonction TI, pour émettre l'hypothèse, cette fois-ci, d'un fit intra-demande. Okay. Au lieu de cross-demand, là, c'est inter. Alors, donc, n'importe quelle configuration qui montre un haut niveau de performance digitale va contenir au moins une configuration à l'intérieur de la demande. C'est-à-dire, les deux domaines fonctionnels, TI et organisation, couvrent la même demande fonctionnelle, soit exploitation, soit exploration. Mais on favorise, et là encore, on l'explique pourquoi, là, on favorise l'exploration. C'est-à-dire que pourquoi le pointillé est plus épais, c'est parce qu'on pense qu'il y a plus de chances qu'il y ait cette configuration-là de fit exploration entre les capacités TI et capacités organisationnelles que fit entre exploitation. Néanmoins, il peut y en avoir aussi. Mais oui. Il est 13h03. Est-ce que tu pourrais commencer à nous dévoiler tes résultats pour qu'on ait un peu une discussion? Merci. Donc, rapidement, c'est 126 PME espagnoles, méthodologie d'enquête, donc des firmes de 50 à 250 employés. Fonction TI très hétérogénéité. On peut passer rapidement, mais c'est un échantillon typique. Là, Et la méthode qu'on a utilisée, c'est la méthode FSQCA, c'est-à-dire Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis, qui est aujourd'hui la plus appropriée pour ce genre de choses-là. Comme je dis, qui fait partie de l'approche configurationnelle. Autant la théorie influence la métho influence la théorie. Donc, Louis, on a eu une formation là-dessus.
Oui, et on a François Lécuyer qui a fait déjà des recherches, donc qui nous a fait la formation, donc on est au point. Alors, donc, voici ce que ça donne. Voici nos configurations. Donc, on obtient 3 configurations pour la performance, pour l'agilité et 4 pour la performance numérique, mais en fait, qui n'en sont qu'une fondamentalement parce que c'est pour ça qu'on a dit HP1A, HP1B, parce que dans le fond, elle ne diffère que par des éléments mineurs. Alors, si on regarde l'agilité, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le fit entre les capacités d'exploration organisationnelle et les capacités numériques exploitationnelles, notre across domain. Donc, ça semble assez bon. Capacité 2, ben là, on a les 4. On a across domain pour exploration, exploitation, TI, mais aussi exploitation organisationnelle et TI explorationnelle. Donc, bon résultat. 3e capacité, exploitation organisationnelle et TI explorationnelle. Donc, ces 3 configurations qui sont associées à de la haute agilité, donc on pourrait recommander à des gestionnaires de dire, ben, dans le fond, voici 3 configurations qui marchent, entre guillemets, au niveau de l'agilité. Pour la performance numérique, là encore, le match entre l'exploration organisationnelle, l'exploration TI. Donc, on voit la différence entre, ici, c'est across domain, ici, c'est within domain, within demand. Ça reste à l'intérieur de la demande d'exploration. Ici, ça traverse la demande exploration avec la demande d'exploitation. Donc, across demand puis within demand. OK. Donc, vous pouvez dire, ben là, OK. Mais comment est-ce que, par ailleurs, ce qu'on regarde, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au travers des deux solutions, il y a toujours la présence de les capacités pour l'exploration et les capacités numériques pour l'exploration. Et donc là, on peut dire, ben dans le fond, là, on trouve quelque chose aussi qui est commun aux deux, là. Donc, ça aussi, c'est intéressant comme résultat. Et finalement, on s'aperçoit que, grosso modo, le contexte, ça reste bon, quel que soit le contexte. Il y a quelques éléments périphériques qui peuvent entrer en ligne de compte, mais dans le fond, nos configurations semblent fonctionner dans tous les contextes internes et externes. Bon, donc, fonctionnent et pour la ME et pour la PE et pour des environnements très incertains et pour des environnements assez certains. Donc, mais comment on teste formellement que ces configurations-là concordent avec la proposition, c'est que il faut que la solution soit un sous-ensemble et qui est montré par la notion d'inclusion ici, d'inclusion logique. Donc, on voit que nos configurations qu'on a trouvées, H1A, H1-2, ben, sont incluses dans les configurations théorisées. Ce sont des sous-ensembles où la configuration théorisée est un superset du set des solutions trouvées. Et donc, ce
qui confirme formellement la proposition. Même chose pour la performance numérique. Bon. Donc, on a donc trouvé 3 recettes causales pour l'agilité. Une recette causale, le mot recette ici veut dire ça, là. Une recette qui va produire de l'agilité, une recette qui produit de la performance numérique. Et dans un contexte stratégique donné, mais cette fois-ci qui dit, dans le fond, vous n'avez pas nécessairement, ça va marcher dans pas mal tous les contextes au niveau taille et incertitude environnementale. Donc, la performance ici est associée à différentes configurations de capacité plutôt qu'à une prédiction linéaire pour chacune de ces composantes. Et donc, on revient pour la contribution à cette notion d'interaction entre la théorie et la méthode, donc qui nous permet de, comment dire, d'approfondir l'approche configurationnelle via la méthode, et en même temps, la méthode approfondit notre réflexion théorique. Bon, les notions, là encore, de symétrie, de non-linéarité, d'effets interdépendants des différentes capacités, d'explication configurationnelle plutôt que causale, et donc qui sied mieux justement à la complexité du phénomène. Et donc, au niveau pratique, mais ce qui nous permet de proposer des choses plus pertinentes, plus concrètes et qui sont applicables. Donc, évidemment, il y a des limites forcément à cette approche-là. Bon, des limites inhérentes à la méthode d'enquête, on s'entend. Et limites inhérentes au fait que ça reste quand même une recherche sur le contenu plutôt que sur le processus. Et donc, on peut répondre au quoi, mais pas nécessairement au comment. Là, ça prendrait des études qualitatives, longitudinales, etc., où on examinerait les phénomènes d'alignement stratégique et d'ambidextrité en tant que processus comme tel, avec des modèles processuels, mais qui pourraient se servir de ça quand même comme base de réflexion initiale. Et donc, comme je disais aussi, on peut intégrer à ça d'autres capacités organisationnelles, dont de gestion stratégique des RH en particulier, pour fournir un cadre analytique plus puissant, en particulier dans un contexte d'industrie 4.0, quand on sait que, outre la transformation numérique, ça implique aussi, cela nécessite une transformation concomitante de la main-d'œuvre. Donc, je m'excuse d'avoir un peu prolongé mon exposition, mais on est disponible pour discuter là, au-delà d'1h30 si vous avez des questions. Bien, merci beaucoup, Louis. Il y a quelques questions qui ont émergé là, dans les commentaires dans les dernières minutes. Bon, quelques collègues ont dû nous quitter, là, mais ont félicité l'intérêt et l'originalité de ce que vous présentiez. Bon, Cécile, tu as noté quelques commentaires. Je ne sais pas si tu veux continuer à préciser. Tu parlais de l'agilité. Ben, moi, je rebondirais aussi sur Bon, déjà, merci pour c'est un véritable cours magistral que tu nous as fait sur le déroulé d'une recherche. Et je sais qu'il y a certains étudiants qui sont présents. C'est les justifications théoriques, pratiques, la vision aussi historique qui est très intéressante parce qu'on est quand même dans des effets aussi de on marche. L'ambidextrie, c'est quand même les années 70 quand on y pense. Hein. Alors, moi, je n'ai pas posé ma question, mais je vois la question d'Yvan-Pierre Vagheli, qui peut-être parti, mais qui était intéressant dans les aspects pratiques parce que tu fais des liens avec la strategy as practice. Et lui, il disait, moi, je vois bien le lien entre strategy as practice
et alignement, mais je ne vois pas bien le lien, ça nous permet de redéfinir les concepts, entre strategy et practice, as practice, et ambidextrie. Donc, une première question, si tu veux bien, sur l'aspect... Pas facile les questions. J'aurais envie de dire à Anna, répondons. Anna, c'est toi la spécialiste dans l'ambidextrie. Donc, si j'ai bien compris la question, c'est le lien entre stratégie et ambidextrie. Okay. Oui, non, l'aspect très incarné de la stratégie, donc de ce mouvement de strategy as practice. Comment tu opérationnes, c'est un lien avec ma question après. Comment concrètement tu fais le lien entre la pratique et cette vision ambidextre idéal typique? C'est un idéal de faire exploration, exploitation. On aimerait tous être main droite, main gauche, hein, mais surtout si on se casse un bras. Je pense que dans ma tête, l'idée de ambidextrie, c'est un peu plus opérationnel que stratégique, mais en même temps, étant donné que je pense pour beaucoup de PME, la stratégie c'est émergente et se fait de façon un peu plus d'improvisation et ça émerge de les activités de tous les jours. Et je pense que la notion d'ambidextrie dans les PME, c'est beaucoup plus fluide que dans une large entreprise. Donc, pour moi, peut-être que ce n'est pas une notion stratégique ou que les gens pensent a priori, mais je pense que ça émerge dans les jours à jour des PME. Mais vous êtes aussi les experts en PME, donc vous commentez. Si je peux rajouter aussi, tu sais, quand on parle des typologies stratégiques, Miles et Snow, Defender, Prospector, Analyzer. Bon, alors, on peut dire que dans le fond, les prospectors, c'est des gens qui font plus d'exploration. Le mot le dit, prospector. Puis, Defender, c'est des gens qui font plus de l'exploitation. Mais là intervient justement la notion de fluidité parce que tu ne peux pas garder tout le temps ta stratégie de prospector ou ta stratégie de defender parce qu'à un moment donné, il faut que tu opères, oui, mais à d'autres moments, là, il intervient une menace, puis il faut que tu sois flexible, donc il faut que tu sois aussi en mode d'exploitation. Donc, c'est ça la notion de strategy as practice dans le sens de cette capacité et de là d'où va émerger, entre autres, l'agilité, justement. Alors, tandis qu'une vision traditionnelle de la stratégie et de l'ambidextrie dirait, ben là, il y a des moments, tu vas être pendant 5 ans, tu vas être defender, puis là, où tu vas alterner entre être defender puis être prospector. D'autres vont dire, ben non, cette typologie-là ne tient pas la route parce que, en fait, c'est les analyzers qui font un peu des deux, qui sont les. Par contre, la recherche dit que la performance n'était ni associée au defender, ni au prospector, ni au analyzer nécessairement, qui n'avait pas une stratégie meilleure que l'autre. Donc, l'ambidextrie et puis strategy as practice nous force à penser ça, non en termes de, comment dire, une stratégie statique et typique, mais un processus fluide. Et bon, ça reste au niveau stratégique néanmoins parce que ce sont des décisions stratégiques, on s'entend, qui ont un impact sur justement l'agilité et
mais ça nous permet justement d'arriver aussi à des recommandations forcément plus concrètes et plus opérationnalisables. Oui, on ne peut pas dire à quelqu'un, soyez un prospecteur, parce que ça va aller mieux que si vous êtes defender. Bon, Louis, je m'excuse. Il y a Christophe, notre collègue Christophe, qui a une autre question. Puis, est-ce que tu pourrais juste arrêter le partage de ton écran pour qu'on voit la mosaïque de participants? Oui. Ça va faire un petit peu plus sympathique. Et puis, c'est l'objet des séminaires, d'aller dans ces détails, dans ces niveaux de détails. Mais Christophe a très certainement une bonne question pour toi. Vas-y, Christophe. C'est question remarque. D'abord, merci beaucoup à tous les deux, là, parce que c'est vraiment très intéressant. Et puis, la limite d'1 heure, bon, je trouve que là aussi, soyons complexes adaptatifs. C'est moi qui m'excuse aussi, j'ai été... j'ai fait trop de parenthèses. Non, mais moi ce que ça m'inspire, c'est des liens avec le courant des routines et puis qui sont connectés, en fait, si on prend les Salvatore et Rupp, etc., là, qui ont beaucoup écrit là-dessus. Et puis, le courant des tensions et paradoxes, Smith & Co., qui finalement disent, finalement, les dynamiques se créent à travers, et puis l'émergence, vu qu'on parle de complexe adaptive system, l'émergence aussi, et puis l'émergence des stratégies à partir de la mobilisation de routines de l'agencement dynamique de routines pour créer des capabilities qui vont cascader sur la stratégie et inversement. Je trouve que votre recherche est vraiment extrêmement intéressante et ouvre aussi sur des angles d'attaque complémentaires, j'allais dire, pour examiner tout ce phénomène-là. Donc, voilà, c'était plus un commentaire et puis un applaudissement que je voulais partager du grand. En réponse à votre question, je vous remercie beaucoup. En réponse à votre question aussi, ce que je n'ai pas eu le temps de montrer, c'est qu'en fait, les capacités TI que l'on mesure, ce sont des capacités opérationnelles là, associées à des artefacts TI d'infrastructure et des applications concrètes d'affaires électroniques. Alors, on va dire par exemple que l'ERP, c'est un artefact TI, une capacité TI à des fins d'exploitation, manifestement. Mais l'intelligence d'affaires électroniques, l'intelligence d'affaires via les business intelligence systèmes à base du web, ça, manifestement, ce sont des capacités numériques exploratives. De même qu'au niveau des capacités dynamiques, capacités organisationnelles qu'on a étudiées, les capacités exploitatives sont les capacités d'intégration et de coordination, alors que les capacités exploratives sont celles de sensing et de learning, d'apprentissage. Et donc, comment dire, et là, on voit les combinaisons concrètes de capacités. Maintenant, on pourra objecter, encore, il y a des limites au niveau des instruments de mesure, comment on les mesure, ces capacités-là. Néanmoins, il y a des hypothèses qui sont posées relativement à la nature même des capacités. Louis, question pour certains étudiants qui sont dans la salle. Est-ce que tu penses que ça va être, puis José vient de la poser aussi dans la discussion, est-ce que tu penses que ta présentation serait disponible pour circuler? Parce qu'il y a des étudiants qui aiment beaucoup, en fait, ils comprennent mieux le design d'une recherche. Ouais. Grâce à ta structure, ça serait apprécié pour nos étudiants, mais également, peut-être pour d'autres, le papier qui est avec cette recherche-là, est-ce qu'il est déjà paru ou il est dans le pipeline? Es-tu en train de se... Il est dans le pipeline. Okay. Il est dans le pipeline. Alors, OK, on va l'attendre. Vous avez une primeur, là. Vous avez une primeur. OK, on va l'attendre avec impatience, puis on le fera peut-être circuler. Mais pour ce qui est de la présentation, merci, ça va être apprécié pour les étudiants. Avions fait ce que vous pourriez consulter. Nous avions fait un papier
préliminaire à ce papier-là, mais qui ne traitait juste que du côté ambidextrie. Oui, je me rappelle, je pense Bon. que je l'ai lu Alors, personnellement, mais l'approche oui. configurationnelle, mais là, on ne regardait que l'alignement au niveau de l'ambidextrie, c'est-à-dire l'alignement entre les capacités TI d'exploitation puis les capacités TI d'exploration et les capacités organisationnelles. Bon, juste le côté ambidextrie. Et on a bâti là-dessus pour poursuivre cette recherche-là, mais cette fois-ci en intégrant les deux éléments. OK. Et ben donc, ça, c'est excellent. On va être vraiment à l'affût de ça. Quand ça sera prêt, tu nous feras alors, le petit veux-tu que je tente à qui je vais envoyer? Tu pourrais me l'envoyer. En fait, l'étudiant qui Okay. demande ça, il travaille avec Sébastien Gamache, donc il travaille avec Génie industriel. Jonathan, il est là d'ailleurs. Anna, bien sûr, la main levée, Anna, ne te gêne pas, vas-y. C'était seulement pour ajouter ce que Louis vient de dire, qu'on peut partager l'autre papier, éventuellement celui-là. Parfait. Ça serait très apprécié, Anna, et très formateur aussi pour plusieurs. On le fera circuler auprès de la liste des invités aussi. Auria pourra nous aider à retracer tout le monde là, qui était là aujourd'hui. Bon, on est à 5 minutes de la fin. Moi, personnellement, je vous remercie tous les deux infiniment. D'avoir été là. Louis, toujours de ton extrême générosité envers, je dirais, les chercheurs en émergence, les apprentis, mais aussi les plus aguerris. Et c'est toujours super intéressant de voir ça. Puis tu es aussi très formateur. Et ce que je disais aussi dans le chat un petit peu plus tôt, c'est que c'est la différence entre nos séminaires et nos conférences. Le séminaire, c'est le temps de parler de la rigueur, de la démarche, de la théorie, de tout ce qu'il y a derrière les résultats. Et parce qu'on entremêle les séminaires et les conférences à l'Institut. Et là, quand on est en ligne, peut-être que les gens ne font pas tout le temps la différence. Mais je pense que les deux exercices, Cécile l'a mentionné à quelques reprises aussi, sont nécessaires et on vous remercie beaucoup, beaucoup. Et on va être à l'affût des prochaines publications là-dessus. Puis entre-temps, ben, on va prendre votre présentation. Fait que merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup, Anna. J'enverrai le papier aussi. Oui, ça serait gentil. Puis Auria pourrait, si elle est là, en tout cas, de toute façon, on pourra faire circuler, là, effectivement. Est-ce que je vais envoyer, dans le fond, je pourrais envoyer ça, et le papier, la présentation à Auria, puis... oui, directement à Auria. Oui, ça va éviter un intermédiaire. Ouais. Il y a juste une petite dernière question. Marie, je pense, posait une question dans le chat. Tu parlais de l'agilité. Marie, vas-y donc avec ta question. On a un petit 2 minutes là, pour terminer là-dessus. Moi, j'ai le don de retourner les questions à l'envers. Je me disais, est-ce que l'agilité ne pourrait pas favoriser l'ambidextrie? Très bonne question. C'est une question, on ne demande pas de réponse, là, c'est juste pour une réflexion. Mais c'est parce qu'effectivement, dans, entre autres, la théorie des systèmes adaptatifs complexes, les liens de causalité ne sont pas unidirectionnels. Bon. Et je te l'accorde, la question se pose. J'avais un collègue, moi, à HEC, Anna, je ne l'ai pas connu, peut-être, Jean Talbot. Et lui, systématiquement, tu avais un beau modèle avec des flèches dans un sens, puis là, allant sur. Puis là, il disait, ben moi, c'est drôle, je mettrais la flèche, j'inverserais le sens de la flèche. Et tu sais, c'est comme exemple, l'investissement en R&D amène la performance financière. Mais tu peux dire, c'est parce que tu es performant financièrement que tu as des ressources financières pour financer ta R&D. Tu peux inverser le sens de la... Bon, alors, dans ce sens-là, néanmoins, c'est que la vision qu'on a, c'est que dans l'approche configurationnelle, comme j'ai dit, l'agilité, elle est endogène à la configuration. Donc, si tu avais un bloc exogène, et peut-être que le dessin avec la flèche allant vers l'agilité n'est pas bon dans ce sens-là, parce que
dans le fond, l'agilité devrait être à l'intérieur de, si tu veux, du système. Et c'est ça la notion d'émergence, c'est-à-dire la notion d'émergence comme la même chose au niveau de ce que disait Anna, au niveau de la stratégie émergente de la PME. Ben, c'est de la stratégie, mais c'est pas de la stratégie qui découle extérieurement d'étapes qu'on a faites antérieurement. Et la même chose, l'agilité, dans le sens, oui, ça va s'auto-renforcer avec, mais au départ, on dit tout simplement, ce sont des configurations, c'est celles-là qui sont, entre guillemets, associées à de l'agilité. Alors, on dit pas du tout que la configuration est préalable, est un antécédent ou un déterminant de l'agilité. Ça, c'est l'ancienne. Et donc, je te dirais que tu n'as pas de flèche à inverser. Elle n'est pas là, la flèche. Entre la configuration, puis ce sont des liens. Et en fait, l'agilité, on peut la considérer comme une capacité dynamique. Justement, une capacité de second niveau qui émerge du fit entre les capacités de premier niveau. Je vois donc, Anna qui a une question. Mais bon, c'est peut-être pas une bonne réponse, mais parce que si tu me parles de causalité, tu me parles de sens de causalité, tu me parles d'une flèche qui va de l'un à l'autre. Bon, plus d'alignement, plus de performance. Mais là c'est comme si tu disais, ben moi, je verrais plus de performance, plus d'alignement. Si, mettons, plus de performance numérique, ma fonction TI meilleure, ben elle va être meilleure pour aligner, bon, mais c'est pas ça ici l'approche du tout. C'est pas une approche de type variance, plus de ci, plus de ça. C'est une approche configurationnelle fondée sur les prémices de la système adaptatif complexe. C'est beau, merci. Non, c'est peut-être une curiosité, c'est rien qu'une réflexion comme ça. C'est peut-être dans les méthodologies narratives, là, c'est pour ça que je vois les configurations. Non. Mais ce problème-là, tu pourrais t'attaquer très bien avec une méthodologie narrative à ce problème-là. Oui. Je pense que oui, justement. Oui. Mais non, ben merci pour ta réponse, Louis. OK. Anna, je vous laisse la parole, Anna. Je ne sais pas si on a 2 minutes, oui? Oui. Seulement pour ajouter à ce que Louis vient de dire, quand on a un variance approach, on voit les relations indépendantes de chaque élément avec la variable dépendante. Donc, on ne regarde pas le reste des éléments, seulement un élément et sa relation avec la variable dépendante. Ça veut dire que dans cette approche-là, on pense que chaque élément, s'il a une relation significative avec la variable dépendante ou l'outcome, a une relation qui est suffisante et nécessaire pour les outcomes. L'idée ici, avec les configurational analysis et les approches complexes, c'est qu'au lieu de voir chaque élément indépendamment et les variables dépendantes, on va regarder toutes les combinations possibles de ces éléments ensemble et toutes les configurations différentes qui sont égales en pouvoir avoir les outcomes désirés. Donc, dans cette logique-là, l'idée de sufficiency, ça change le niveau de chaque élément au niveau de la configuration entière. Donc, c'est une autre façon de penser. J'espère peut-être que ça aide aussi à la compréhension. Merci beaucoup. Ben, merci à tous. Claudia a été très modeste. Effectivement, c'est elle qui présente sur les femmes en affaires et le numérique avec son collègue de l'UQAM, Martin Cloutier, le 23 février. Et nous voulons vous
remercier infiniment pour cette présentation qui a été d'un haut niveau intellectuel. Un grand merci à tous.